Jacques, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, Houston a un problème. Vous dites qu'on est en pleine confusion des genres sur le marché et que c'est vraiment dangereux. Alors, confusion des genres, très clairement. On a des actions qui sont prises pour des obligations et des obligations prises pour des actions. En résumé, on a de plus en plus de propositions d'investissement sur des actions à haut dividende pour faire croire que ce sont des obligations. Or, ce sont des actions. Oui, on ne vise plus que le rendement. Que le rendement. Bon. Et pourtant, ce sont des parts d'actifs et de capitaux de sociétés. Donc, elles se comporteront in fine comme des actions. Et d'un autre côté, on a des obligations qui n'ont plus de rendement et dont les gains dans les portefeuilles obligataires ne sont plus générés que par l'appréciation des prix, donc comme des actions. Donc, c'est un peu comme le monstre de Frankenstein. À un moment, il risque de se retourner contre son créateur. Et généralement, ça finit relativement mal pour le créateur. Oui, le retour à la normale sera coûteux et très douloureux. Mais en même temps, ces deux actifs sont des actifs liquides. Et dans une allocation, c'est difficile de s'en passer. Officiellement, ils sont liquides. Maintenant, lorsque l'on regarde la réalité des marchés, le marché action est très dépendant des algorithmes. Les algorithmes sont chargés de mettre des prix dans les carnets. Si la volatilité dépasse certains niveaux, ils enlèvent ces prix. Bon, c'est comme si vous aviez une trappe qui s'ouvre sous vos pieds et vous n'avez plus rien. Ça, c'est les actions. Mais les actions ont l'avantage d'avoir un marché centralisé avec une offre et une demande qui est relativement organisée. Donc, on peut dire qu'il y a une liquidité. Alors, je reste sur les algorithmes parce que ça, c'est tout de même assez intéressant. Les algorithmes représentent combien de pourcents du marché? Sur certains marchés américains, 80% du volume. Donc, ce sont des machines qui font les tendances. Oui, c'est Star Wars. C'est juste tout ce qu'on... Là même, les bourses commencent à vouloir limiter la vitesse ce qu'on appelle les traders à haute fréquence à 10-9 secondes, ce qu'on appelle la nanoseconde. Voilà. Donc les algorithmes ne pourraient ne pas aller au-delà. Pour donner un ordre d'idée, c'est un peu comme si vous aviez deux vaisseaux spatiaux et il y en a un qui va à la vitesse de la lumière. Star Wars est à la mode en ce moment, et l'autre qui ne va pas à la vitesse de la lumière. Ce sont deux vaisseaux spatiaux, il n'y a pas de problème. Il y en a un qui va tellement vite qu'il va voir en avance ce que va faire l'autre. Donc il peut passer des ordres plusieurs fois même devant l'autre. Donc il peut faire diverger, il y a même des stratégies qui sont ce qu'on appelle des sniffers d'algo, qui vont aller chasser les algos de vieille génération pour aller faire diverger et gagner de l'argent là-dessus. Voilà. Ça veut dire aussi qu'on peut expliquer par ces algorithmes certains prolongements de tendances qui semblent un peu, hors norme, voire inhumains. Alors, très clairement, si vous parlez à des gérants humains, d'avoir 6, 9, 10, 11 séances de hausse, ce n'est pas humain. Derrière, la réactivité à la seconde près à un tweet, ce n'est pas humain. Donc, après, derrière, la hausse des marchés est très clairement le facteur d'accélération et algorithmique. Maintenant, la magnitude, elle est faite par des raisons politiques, par des raisons de banque centrale, ça c'est autre chose. Mais l'accélération et l'exagération est très clairement générée par... par... Ça ne fait pas la tendance, ça l'exagère. Non, ça l'exagère. Et quand je reviens à propos de ce que vous disiez à propos des gérants, donc un gérant humain, lui, après 3-4 jours de hausse... on a peu, c'est normal. Vous prenez un peu de bénéfices, vous rebalancez, parce que c'est le terme technique, vous rebalancez votre portefeuille. Vous rééquilibrez, donc vous redonnez l'action A pour acheter l'action B, vous faites quelques arbitrages de façon à ce qu'une action qui monte depuis plusieurs jours ne prenne pas une surpondération trop importante de votre portefeuille. Bon, là, très clairement, les égos s'en fichent généralement. Et en plus, généralement, ça se concentre sur très peu de valeur. Alors ça, c'est un problème. Ah oui, c'est clair. Et ça, justement, c'est pour ça qu'en parlant des actions, on a un problème de liquidité aussi. C'est que beaucoup de fonds, voire même des hedge funds d'ailleurs, arrivent à être sur très peu de valeur. Et on arrive même maintenant à quantifier. Alors, vous nous avez apporté un graphique qui émane de Goldman Sachs. Et donc, j'aimerais que vous nous le décriviez. On a une courbe. Oui. C'est la courbe qui reflète les positions concentrées dans les hedge funds, c'est bien ça? Voilà, exactement. Ce sont les stratégies et les positions qui ont le plus de concentration. Donc, vous avez des rapports qu'on peut appeler 13F aux États-Unis qui permettent de voir certaines positions de fonds. Voilà. Donc, quand vous consolidez ces positions-là, vous vous apercevez qui est dans quoi.
Et quand vous voyez exclusivement les mêmes noms dans les mêmes valeurs, vous pouvez induire et créer un indice de concentration. Et c'est ça, c'est un indice de concentration. Et là, on s'aperçoit que cet indice de concentration, il revient sur des niveaux relativement élevés. La dernière hausse que l'on a eue sur les indices américains s'est concentrée vraiment sur des valeurs. On a même des chiffres assez colossaux où ne serait-ce que Apple aurait, par exemple, créé à elle toute seule 20 à 30% de toute la hausse du Dow Jones. Une valeur. Donc, et là, le problème, c'est qu'on parle de hedge funds. Or, ce sont normalement des acteurs qui doivent être décorrélés du marché. Eh bien, pas là. Là, pas là, clairement pas là. Donc là encore, c'est un problème de liquidité. On a un problème de liquidité avec cette concentration. Très clairement, c'est qu'en fait, vous avez une surreprésentation de certains acteurs qui, eux, vont être beaucoup plus mobiles que les fonds institutionnels. Très clairement, vous avez aussi les ETF derrière qui vont répliquer des indices. Ces actions-là étant aussi parfois des gros poids dans les indices. Si les hedge funds décident par exemple de dire OK, on est maintenant à un autre target et on estime qu'on va clore l'année ou pour X raison on ne veut plus être acheteur, si on les vend, derrière les ETF et les indices vont être impactés fortement. Et là, les fonds mutuels, les porteurs, les particuliers vont être impactés aussi également. Avec un effet cascade. Ah bah de toute façon, oui. Ou avalanche plutôt. Plutôt avalanche là, dans ce cas-là. Oui, plutôt avalanche. Le niveau, oui, c'est plutôt avalanche. Donc, ok. Donc là, aujourd'hui, on est en risque de liquidité sur les actions, si on vous suit. Du côté des obligations, c'est pire. C'est sympa d'être venu, Jacques. Désolé, mais c'est pas moi qui fais le marché et c'est pas moi qui fais la régulation. Les obligations ont un double problème. Elles ont un problème qui est lié à la régulation et un problème lié à la structure de marché. La régulation impose pour des raisons bilancielles d'avoir beaucoup d'obligations parce qu'elles ne coûtent rien. Donc pour des institutions financières, elles sont entre guillemets forcées d'aller sur les obligations. Alors elles ne coûtent rien en termes de bilan, c'est-à-dire qu'on n'exige pas de contrepartie. Voilà, il n'y a pas de contrepartie, alors que sur les actions, oui. Donc quelqu'un qui va gérer le bilan, et d'ailleurs ce sont généralement eux qui ont la main sur la gestion, ce qui veut dire que la question, quid de la valeur des sous-jacents. Si moi j'ai une vision bilancielle, à la limite, que ça soit cher ou pas cher, peu m'importe. Ce qu'il faut, c'est est-ce que ça me coûte, moi, en collatéral ou pas. Et donc en capital. En capital, quelque chose. En fonds propres. En fonds propres, exactement. Après, derrière, les obligations ont un autre particularisme, c'est qu'elles n'ont pas de marché centralisé. Ce sont des market makers qui font les prix. Et sur certains produits, vous avez par exemple 5 ou 6 market makers dans le monde. Donc si ces personnes-là décident de ne pas faire de prix ou pour des raisons, décident entre guillemets, parce que ça doit être, parce qu'il y a des contrats de liquidité. Mais si pour des raisons de marché, de volatilité ou même de problèmes de bilan pour leur propre établissement, s'ils ne peuvent plus faire de prix, vous n'avez pas de prix. Ce n'est pas que vous avez un prix faible, c'est que vous n'avez pas de prix. Et donc, vous ne pouvez pas sortir. Non, vous êtes bloqué. Ça s'appelle coller. Ça s'appelle coller. L'autre problème, c'est que, vous le disiez, la réglementation impose donc à tous ces acteurs d'avoir des obligations. Oui. Ça procède évidemment d'une volonté politique, puisqu'il faut financer les États. Donc, on a construit une réglementation qui imposait aux acheteurs institutionnels de se lester en obligations. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça partait entre guillemets d'un bon fond au départ, comme parfois toutes les mauvaises idées. C'est qu'en effet, on devait entre guillemets avoir un flux acheteur par rapport au flux d'émissions, ce qui paraissait à peu près normal. Dans un état de crise, non, si vous ne motivez pas un peu les personnes à acheter quelque chose, généralement, la nature humaine étant assez prudente, surtout sur des fonds, on va dire, institutionnels, ils ne vont pas y aller. Donc, vous devez les inciter un minimum. Le problème, c'est que ça a continué. Le problème, c'est que des banques centrales, notamment en Europe, ont été très très tard dans le cycle par rapport aux Américains. C'est bien qu'on a allongé ce cycle de surliquidité à outrance et en se découplant du cycle économique. Donc, normalement, quand vous êtes en cycle de recovery, vous devez mettre de la liquidité. Même quand le cycle repartait, on a continué à avoir de la liquidité alors qu'on aurait dû peut-être être un peu plus prudent à ce niveau-là. Les gestions ont été obligées d'acheter, on continue d'acheter. Maintenant, on a 12 000 milliards de taux négatifs. Donc, on a une concentration du risque de liquidité sur les obligations, on peut le formuler comme ça? Oui, très clairement. On a une concentration, c'est très très juste, on a un risque de concentration sur la liquidité sur un marché qui devient de moins en moins liquide parce que des banques, pour des raisons aussi, elles, de capital, réduisent leurs équipes de market makers sur les obligations. Donc, vous avez moins en moins d'acteurs.
Et vous avez plus. Ça favorise encore la ça concentration. favorise ce qu'on appelle le goulot d'étranglement. Et d'autre côté, vous avez en effet des acteurs financiers qui ne peuvent pas faire le choix et l'économique de n'être que sur des actifs obligataires. Bon, alors, quand on a cette vision des choses, est-ce qu'on recommande de ne pas aller sur les actions et les obligations, tout simplement? Alors sur les obligations, ça peut être un peu compliqué en ce moment. Il faut là passer vraiment par des professionnels. Je ne parle pas pour ma paroisse, mais in fine, le problème, c'est que si vous voulez avoir du rendement, vous allez aller vers des échéances longues, donc ce qui veut dire très volatiles, ou de moindre qualité. Et là, si vous n'avez pas de professionnels qui vous accompagnent, vous pouvez vous faire très 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 mal. Il y a encore des poches de valeur, on va dire, dans des pays émergents, parce que ce n'est pas parce qu'ils sont émergents qu'ils sont forcément plus risqués que des pays européens. On l'a vu encore, Bruxelles a mis un carton rouge, entre guillemets, à l'Italie, l'Espagne, la France et la Belgique sur leur déficit. C'est pas parce qu'on achète un pays émergent que c'est forcément très risqué, mais enfin, beaucoup plus risqué. Mais en tout cas, en effet, il y a plus de risques, il y a plus de rendement là. Après, derrière, sur les actions, il y a toujours, on en parlera peut-être un autre jour, le value trap sur l'Europe, mais in fine, vous avez encore des poches de valeur parce que, in fine, vous avez aussi des patrons qui font la vraie économie, qui font du vrai business et qui marchent très bien. Et parfois, dans les sociétés de taille moyenne, on peut trouver, et qui sont un peu hors des grands indices, donc hors des ETF, hors des algo trading, etc., qui peuvent avoir de la valeur. Et après, il y a la volatilité, qui n'est pas un actif en tant que tel, qui est la résurgence, on va dire, de la variation des actifs, mais qui va être peut-être l'actif à posséder sur la fin de l'année. Parce que c'est très difficile, selon vous, d'imaginer une direction ou une autre pour le marché action? Pour le marché action, et même pour le marché obligataire, crédit, parce que le crédit est très corrélé aux actions. Pour le marché crédit, le marché action, normalement, on devrait quand même souffler un peu. On a des indices à plus de 20%, 25%, hein, sur des tweets. Oui, on n'est pas en récession, donc on ne va pas non plus crier au loup. Mais in fine, on a surétendu le cycle économique de 3 ans. Bon, donc à un moment, peut-être qu'on pose un peu. Et après, avec plein d'incertitudes. Alors, quand vous dites sur des tweets, c'est parce que c'est Trump qui fait le marché. Il suffit de regarder. Enfin, de toute façon, les algorithmes, généralement, sont très puissants dans le marché. Et ils suivent les tweets. Vous regardez encore hier. Hier, le marché est un peu négatif. Trump de tweet, le marché plouf, il a fait un blips. À l'instantané. Donc, il suffit que les algos repèrent Trump says, donc dit accord Chine. Boum. Voilà. Après, derrière, ce qu'il peut dire, c'est même pas lu, c'est pas grave, mais vous avez ces actions-là. Donc, on a ça, et on peut avoir une exagération haussière parce que vous avez un effet d'entraînement, on a des chiffres économiques qui sont un petit peu améliorés récemment, donc on peut espérer peut-être quelque chose. Le problème, c'est qu'on a des déséquilibres, comme on l'a noté, et à un moment, si les banques centrales décident de faire une pause plus longue que prévu, et que les chiffres économiques ne s'améliorent pas plus que prévu, on peut avoir ce problème de liquidité qui peut avoir un effet cascade. Donc dans ce cas-là, vous pouvez avoir, et le fond est assez loin de la surface, hein. Ça fait quand même à peu près 10 ans qu'on monte sur les marchés financiers. Toute respiration, vous imaginez quand même que, je ne dis pas que ça va arriver, mais je souhaite encore moins, mais si on perd 20% sur les S&P, on est encore en hausse de 4% sur l'année. 20%, c'est la définition d'un crash. Hein. Et on est encore en hausse de 4%. Donc, on ne parle même pas d'un problème, on va dire. Après, derrière, sur les obligations, là on a un autre problème qui est beaucoup plus circonstancié. Donc, pour l'instant, la volatilité étant écrasée, et d'ailleurs, on a un chart qui qui est très intéressant, c'est un graphique qui nous montre en fait les positions, enfin le solde des positions nettes. C'est ça. C'est-à-dire c'est le rapport entre les positions à la vente et les positions à l'achat de volatilité, puisqu'on peut acheter la volatilité. Absolument. Il y a des gens qui parient là-dessus, ni plus ni moins, et on voit que les vendeurs sont grandement majoritaires aujourd'hui. Oui, et à des niveaux même quasiment historiques. Donc ça, c'est fait par des positions volontaires, où les gens veulent vendre la vol en disant qu'on n'a pas de risque de marché. Mais aussi, c'est aussi dans beaucoup de produits financiers, où si vous regardez un peu en détail, vous êtes en fait position nette vendeuse en volatilité.
Ce positionnement est très dangereux parce que quand la vol, pour prendre une image chinoise, la volatilité c'est un peu comme un tigre dans une cage. Si vous voulez faire sortir un tigre d'une cage, il faut généralement aller dans la cage. C'est peut-être dangereux, effectivement. Voilà, et la volatilité ressemble beaucoup à un tigre dans une cage. Donc, finalement, ce que vous nous dites, c'est, ne sachant pas si le marché va monter ou baisser, compte tenu des fragilités que l'on repère et qui affleurent, bon, et compte tenu aussi des positions qui sont plutôt très vendeuses de volatilité, donc la volatilité est basse et les gens continuent à parier sur une volatilité basse, ça a peut-être du sens d'acheter de la volatilité. Absolument. Alors, pour un particulier, c'est au travers d'ETF, par exemple. C'est au travers d'ETF, tout à fait. Ceux qui peuvent faire des options, en achetant une option, vous achetez de la volatilité. C'est très simple. Voilà, il faut rester là-dessus. Après, derrière, vous avez des ETF, en effet, qui permettent de traquer des indices de volatilité. Et j'insiste bien, des ETF, si vous voyez le mot ETN avec un N à la fin, il faut mieux éviter. C'est une note, ce n'est pas un fonds. ETF, c'est fonds. ETN, c'est une note. La note est dépendante de la capacité à se financer de la banque qui émet. Si la banque a un problème de financement, elle va le refléter dans la valeur de l'actif. Donc si elle doit payer 20% de plus pour se financer, elle va faire baisser de 20% le prix de l'actif. On l'a déjà eu. Donc un ETF avec un F, c'est quand même beaucoup plus, je dirais, direct et beaucoup plus... on va dire sûr. Bon, Jacques, en tout cas, merci pour cette analyse de la liquidité et des risques qu'elle induit. Merci Vincent.